Toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Chamboulement à la magistrature entre affectation et remplacement. Le président de la République a opéré des changements dans le cadre de sa première réunion avec le Conseil supérieur de la magistrature. Les juges Maham Diallo et Mamadou Seck rejoignent la région de Tambacounda. Ibrahima Ndoye devient le procureur de la République en remplacement d'Abdoul Karim Diop, désormais avocat général près la cour d'appel de Tambacounda. Mortes noyées à l'issue du chavouirement d'une pirogue, 2 jeunes Saint-Louisiennes ont été inhumées hier. Aux dernières nouvelles, leur maître coranique ainsi que le piroguier ont été arrêtés. Les éclairages de notre équipe de reporters qui s'est rendue ce vendredi à la maison mortuaire. À Arlit, au Niger, 20 Sénégalais en détention implorent l'aide des autorités pour un retour au bercail. Ses compatriotes en route pour l'Europe ont été refoulés de l'Algérie et de la Tunisie. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre, un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette vague de chamboulement au Conseil supérieur de la magistrature à l'issue du Conseil qui s'est réuni au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Des mesures individuelles ont été prises au sein de la magistrature, entre autres mesures. Mahamadou Mansour Mbaye, précédemment procureur général près la Cour suprême, devient le premier président de la Cour suprême. Seynabou Ndiaye Diakhaté, ancienne présidente de l'OFNAC, occupe désormais le fauteuil de première avocate générale près la Cour suprême. Ibrahima Ndoye est nommé premier procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe. Amadi Diouf et Ibrahima Bakhoum quittent la cour d'appel de Dakar. Oumar Maham Diallo, doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Dakar, est nommé président de la cour d'appel de Tambacounda. Mamadou Seck, juge du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, devient l'avocat général près la cour d'appel. Abdou Karim Diop, procureur de la République pré-tribunal grande instance hors classe de Dakar, est nommé avocat général près la cour d'appel de Tambacounda. Et Sabassi Faye, président du tribunal d'instance de Ziguinchor, est nommé président du tribunal de grande instance de Fatick. Voilà donc pour ces chamboulements au niveau de la magistrature. On poursuit ce journal cette fois-ci avec l'Assemblée nationale et cette convocation des députés donc qui sont convoqués en séance plénière. Ce sera le mardi 13 août prochain de 9h à partir de 9h30 plutôt. À l'ordre du jour, l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2024. Le couplage des élections, entendez par là les élections législatives et locales, un recul démocratique de l'avis de Mouniaï Cissé. Le directeur exécutif de l'ONG Tradé préconise une réorganisation des organes en charge de la tenue des élections et propose le retrait du parrainage des mains du Conseil constitutionnel. Le point, c'est avec Fatima Touré. La réforme du système électoral annoncée par les nouvelles autorités est sujette à la controverse. Si pour Becon, le couplage des élections législatives et municipales doit être envisageable, pour d'autres hors de question. Le directeur exécutif de l'ONG 3D parle de recul démocratique, le cas échéant. Le couplage des élections serait un recul démocratique. C'est en 1992 qu'on a rompu avec le couplage des élections et c'est Ablaïwad qui s'y était opposé. Donc, il y a une différence entre le couplage des élections et la rationalisation du calendrier électoral. La rationalisation consiste à organiser toutes les élections dans la même période, dans la même année. C'est différent d'organiser toutes les élections le même jour. C'est une réflexion à mettre sur la table, mais à approfondir avec les autres acteurs de la vie politique sénégalaise. D'autant plus qu'on sait qu'organiser des élections à tout coin de rue aussi, ça peut être très coûteux. Et quand on dit coûteux pour l'État, on dit aussi coûteux pour les citoyens sénégalais. Mais l'essentiel, c'est de trouver un consensus afin qu'on puisse rapidement fixer aujourd'hui cette date-là et aller vers pour le simple bénéfice non seulement des citoyens sénégalais, mais de l'État aussi sénégalais. Selon Mouniaï Cissé, il faudrait d'abord réformer les organes en charge de l'organisation des élections pour qu'ils deviennent autonomes. Mais on doit aller au-delà.
pour réformer le système électoral sénégalais. Et donc, il s'agira quoi? De toucher aux OGE, les organes de gestion des élections, comme la Sénat. Il faut renforcer les pouvoirs et les prérogatives de la Sénat. Mais la DGA, il faut revoir son rôle, parce que tous les problèmes que nous avons eus lors des précédentes élections sont liés aux organes des élections qui ne sont pas assez autonomes. Concernant le parrainage, il souhaite qu'il soit détaché complètement du Conseil constitutionnel. Le parrainage a été la source de tous nos problèmes. On a vu la question des candidats spoliés. Donc le parrainage doit être revu et on doit aussi détacher le parrainage du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire on doit enlever la question du parrainage des mains du Conseil constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel ne doit pas être juge des partis. Après beaucoup contentieux sur le processus électoral, il est aujourd'hui important de régler toutes les questions à polémique selon nos interlocuteurs. Retour à présent sur ce drame ayant abouti à la noyade de deux jeunes filles de Saint-Louisienne, notamment dont les corps sans vie ont été inhumés hier tard dans la nuit. Nos reporters se sont rendus ce matin à la maison mortuaire. Sur place, les parents des victimes ont apporté des éclairages sur la disparition de leurs enfants. Aux dernières nouvelles, le piroguier et le maître coranique ont été arrêtés par la police. Les détails, c'est avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Des jeunes filles mortes noyées dans le chavirement de la pirogue sur le grand bras du fleuve Sénégal ont été finalement enterrées. Dans la maison mortuaire, les parents apportent des éclairages sur les circonstances de la mort des deux jeunes filles. Le piroguier s'est perdu, il a emprunté une autre voie plus dangereuse. Il a heurté des carcasses d'un bateau implanté au milieu du fleuve et la pirogue a chaviré. J'étais le premier sur le site. J'ai rassemblé les enfants qui pouvaient se tenir. Malheureusement, Maïmouna et Ndeye Magat étaient dans l'eau. Selon Yali Diop, c'est la première fois que les jeunes filles prennent la pirogue. Les deux victimes sont des filles. Elles étaient ici dans le Dahra de mon frère. Chaque mercredi, elles venaient ici. Chaque samedi, je prenais 2 taxis pour les amener à Gokhombaye. Nous, les parents, nous avons pris l'initiative de les mettre dans la pirogue. Pour les responsables de la famille, les parents doivent être prudents. Ils ont demandé aux secouristes d'être plus réactifs. Au niveau des autorités, parce qu'une caserne des sapeurs-pompiers qui, apparemment, j'ai pas vu de Zodiac ni de parc, ça pose problème. Les deux jeunes filles ont été enterrées tard dans la nuit d'hier. Selon nos informations, le maître coranique et le piroguier ont été arrêtés par la police et placés en garde à vue. Je l'ai annoncé tout à l'heure en titre, migrations irrégulières, une vingtaine de Sénégalais coincés à Arlit au niveau de la frontière nigérienne qui appellent à l'aide pour revenir au Bercail en route pour l'Europe. Eh bien, ces compatriotes ont été refoulés de l'Algérie et de la Tunisie. Le récit est signé d'Issa Prera. Ils sont 22 Sénégalais, dont 4 femmes, à être bloqués au Niger, précisément à Arlit, au nord du pays, et en plein désert. En partance pour l'Europe, avec d'autres Africains, ils ont été refoulés, certains de l'Algérie et d'autres de la Tunisie. Aujourd'hui, les jeunes Sénégalais sont dans une situation terrible et appellent à l'aide de l'État. À Arlit, selon les témoignages de ces migrants, les conditions de vie sont plus que difficiles. Sans eau, encore moins de nourriture. Ils veulent revenir au Bercail, mais les moyens font défaut. Coincés dans le désert depuis plus d'1 mois, certains sont encore dans les prisons à Alger, à Tunis ou encore en Libye. Pour rappel, depuis le début de l'année, des milliers de Sénégalais ont péri dans le désert du Sahara. Certains ont totalement disparu de la surface de la terre. En conseil interministériel sur la sécurité routière, le Premier ministre Ousmane Sonko annonce des mesures drastiques pour réduire les risques d'accidents. La corruption, selon le Premier ministre, est la première cause des accidents de la circulation. À la gare des Beaux-Maraîchers, les chauffeurs ont compris les inquiétudes du chef du gouvernement. Ils fustigent la mauvaise conduite de leurs camarades et invitent l'État à élargir les routes pour mieux garantir la sécurité aux usagers. Le reportage est signé à Habib Faye. Ces chauffeurs n'ont pas démenti ces propos du chef du gouvernement. À la gare des Beaux-Maraîchers de Pikine, ils fustigent le comportement de leurs collègues sur la route.
aux chauffeurs d'adopter une bonne conduite, disent-ils. La corruption est une très mauvaise chose. Nous interpellons ceux qui la pratiquent de l'arrêter. Ce n'est pas bon pour un pays. Les deux parties qui le font sont les mêmes. C'est à nous chauffeurs de revoir notre comportement sur la route. Nous devons éviter que les forces de l'ordre nous mettent en règle. Un chauffeur doit donner l'exemple et doit être mieux éduqué que quiconque. Pourquoi la corruption et pourquoi accepter cet acte? Chacun doit refuser la corruption sur la route. Pour Serigne Modou Gadiaga, la corruption doit être combattue sous toutes ses formes. Il préconise alors des pistes de solutions. L'État doit créer une carte qui permettra aux chauffeurs d'éviter la corruption. Cette carte sera taxée et le chauffeur pourra voyager sans ambiguïté. Elle lui permettra d'être en règle. Et pendant 48 heures, s'il montre la carte, il sera libre de toute circulation. Hormis la corruption, l'état défectueux des véhicules est à déplorer, ajoute la régulatrice de la gare. Seul le Sénégal ne possède pas de cimetière de voitures. Pourquoi nous ne l'avons pas dans ce pays? Il y a beaucoup de véhicules qui ne doivent plus circuler. Par ailleurs, les chauffeurs demandent l'élargissement des routes. Les routes sont étroites. Il n'y a pas assez d'espace. Pour aller à Saint-Louis, nous rencontrons d'énormes difficultés. Nous invitons les autorités à élargir les routes, au moins qu'il y ait 2 fois 2 voies pour qu'en cas de panne, nous aurons où stationner. Pour prévenir les accidents, le Premier ministre annonce que les responsabilités vont être situées et des mesures rigoureuses vont aussi être prises pour réduire au maximum les risques d'accidents de la route. Ainsi, le renouvellement du parc automobile sera de 13 milliards de francs CFA, le montant de la contribution de l'entreprise Woodside dans le budget de l'État en 2022. Ce sont là les conclusions du rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITIE. Des dépenses sociales au profit des communautés ont été mentionnées dans ce rapport, mais des élus locaux du département de Fatick sont sceptiques. Ils disent n'avoir constaté d'investissement effectué par Woodside au profit de l'éducation tel qu'il est stipulé dans le rapport. Les détails, c'est avec Aminata Goudjabi Abdou Karim Bey. L'exposé de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE a d'abord montré les bénéfices générés par le secteur extractif au Sénégal en 2022 et la contribution des entreprises du secteur dans le budget de l'État s'élève à 275 milliards de francs CFA. Parmi les entreprises qui évoluent dans la région de Fatick, il y a Woodside. L'entreprise pétrolière qui exploite le pétrole de Sangomar a fait, elle, 13 milliards de francs CFA pour l'année 2022. Contribution globale de la région de Fatick à l'enveloppe qui a été reçue par l'État. C'est à hauteur de 13 milliards 700 millions pour la région de Fatick. En matière de contenu local, il y a 75,1 milliards. En termes de dépenses sociales volontaires, donc 241 millions. Ces résultats présentés par l'ITIE ont suscité beaucoup de réactions. Le secrétaire élu du conseil départemental de Foundiougne, le maire de la commune de Djirna et d'autres élus locaux des collectivités territoriales insulaires ont contesté les dépenses sociales mentionnées dans le rapport au profit des communautés. Ils ne sentent aucun investissement dans le secteur de l'éducation comme mentionné dans le rapport, sauf que l'ITIE a des missions bien définies. L'administrateur indépendant a bien indiqué que certaines informations n'ont pas été communiquées par Woodside. Mais l'ITIE, ce n'est pas un organe qui est en charge de la surveillance ni du contrôle du secteur extractif, mais c'est un aide à la prise de décision plutôt. L'ITIE n'a pas le pouvoir de contraindre ni de contrôler directement. Le gouverneur de Fatick demande à Woodside de communiquer davantage pour éviter certains malentendus. Le pétrole suscite beaucoup d'espoir auprès des populations, puisque le champ n'est pas loin de la commune de Dionewar, de la commune de Djenda, de la commune de Bassou. C'est tout à fait légitime qu'on puisse sentir de la part de ces collectivités locales ce besoin. Un comité local de concertation pourrait bientôt être mis sur pied. Ce cadre va offrir aux communautés l'occasion de donner leur avis. Allez, le Sud à présent pour parler de ce bras de fer entre mareyeurs de Sédhiou et la mairie suite à la décision des autorités municipales de délocaliser le marché aux poissons. C'est le marché 23 millions situé au quartier Santassou qui va désormais abriter la production de poissons. Une décision inopportune selon les mareyeurs qui s'explique dans ce reportage de Bakary Conté. Les images sont signées Khalid Diamé.
Les vendeurs de poissons du marché central de Sédhiou sont très remontés contre la municipalité qui a décidé de délocaliser le marché aux poissons au marché 23 millions. Le mairie qui nous a convoqué les réunions la fois passée, ça fait presque un mois presque. Nous a convoqué les réunions. Il nous a dit, comme le vendeur de poissons, avec le vendeur de viande, avec le vendeur de SIPA, on peut déménager ici pour aller au marché 23 millions Santosou. On a refusé pour d'aller Santosou. Parce que Santosou, ça ne nous arrange pas, même pas du tout normal. Parce que marché Santosou, c'est trop petit pour nous. Bossaran Keita, présidente des jeunes marailleurs de Sédhiou, abonde dans le même sens. Les autorités municipales ont demandé aux vendeurs d'habits d'y s'y rendre. Ils ont refusé. Elles ont ensuite tenté avec les vendeurs de légumes. Ces derniers ont aussi dit niet. Maintenant, c'est au tour des marailleurs. Nous allons nulle part. Du côté de la municipalité, on évoque un problème d'hygiène et de sécurité. Pour ce qui est de l'hygiène, nous étions tous d'accord effectivement qu'en réalité la partie la plus sale du marché se trouve au niveau de la poissonnerie. Donc après échange, en tout cas au cours de la rencontre, il a été retenu de pouvoir délocaliser la poissonnerie au niveau du marché de Sandassou, qu'on appelle communément marché 23 millions. Donc les acteurs pratiquement étaient tous d'accord sur la question. Et le préfet a donné en tout cas instruction à la mairie de pouvoir réunir l'ensemble des commodités afin de permettre en tout cas à ces acteurs de la poissonnerie d'être en tout cas mieux à l'aise au niveau du marché de Sandassou. Ces marailleurs demandent au maire Abdoulaye Diop de leur venir en aide en annulant cette décision. Département de Tivaouane, des centaines d'agriculteurs formés aux bonnes pratiques agricoles. Ces agriculteurs producteurs de manioc en grande majorité révèlent que la filière est sur la bonne voie avec de très bons rendements attendus cette année et des intrants et boutures de manioc disponibles en quantité suffisante. Le reportage est de Charanta Diop et Saïlatia. Rondio, village situé à quelques kilomètres de Mboro dans la commune de Daroukoudos, accueille des agriculteurs, femmes transformatrices pour renforcer les capacités des 900 agriculteurs de la zone et 150 femmes transformatrices sélectionnées par ce programme Agriculture, Croissance et Souveraineté Alimentaire. Axé sur les bonnes pratiques agricoles pour augmenter les rendements. Et pareil pour les femmes, c'est comment transformer déjà, mais aussi augmenter la qualité du produit qui est transformé. Le maire de Taïba Ndiaye, producteur de manioc, précise que cette formation aura forcément un impact sur la transformation du manioc dans la zone de Taïba Ndiaye. Dans 3 mois, le maire de Taïba Ndiaye a fait état de l'augmentation des quotas d'engrais et de boutures de manioc cette année. Ren jox nañu 20 000 hectares de boutures de manioc qu'on doit disséminer à travers le pays. Jox nañu 1500 tonnes d'engrais ñu war a séddale à travers le pays. Je remercie le président Diomaye Faye. Il nous a donné cette année 20 000 hectares de boutures de manioc que nous allons distribuer et 1500 tonnes d'engrais. Et c'est une première. Tous les producteurs femmes transformatrices de Mewan, Mboro, Daroukoudos, Taïba Ndiaye se disent comblés et attendent de bonnes récoltes si tout va bien. Et au moment où ces agriculteurs se disent comblés, ces agriculteurs de Mewan se disent comblés, eh bien ceux de Dembakane dans le nord lancent un cri de détresse et pour cause, l'autosuffisance en riz est sous sérieuse menace dans la vallée du fleuve. Les pompes en charge de l'irrigation des périmètres agricoles ne fonctionnent plus, ce qui constitue une lourde hypothèque sur les rendements de la saison. Pour y remédier, les dirigeants des unions paysannes ont appelé à un vaste rassemblement et c'était en présence d'Ali Bandalian. C'est bien l'inquiétude générale en ce moment dans la ville de Dembankane. Située au bout du Dandemayo de la zone de Canel, les riziculteurs de cette localité vont rater la présente campagne agricole de l'hivernage. Défectués depuis plusieurs années, ce sont les émigrés de Dembankane qui mobilisaient les ressources nécessaires pour maintenir les équipements de pompage. Seulement aujourd'hui, les 2 groupes motopompes qui assuraient l'irrigation des 2 périmètres ont fini par craquer. Pour pouvoir aller en campagne. Maintenant, pour aller en campagne, il faut vraiment absolument des GMP. Ça demande le message qu'il lance à M. Diomaye Faye,
c'est que l'objectif qu'ils ont pris pour l'autosuffisance alimentaire, que les producteurs puissent avoir les machines, les engins qu'il faut pour pouvoir travailler. Ils ont la volonté de travailler, mais ils n'ont pas de matériel. En tracteur, en GMP et en machine à labourer, ils n'en ont pas. Donc tout ce qu'ils font, ils le font par leurs propres moyens, mais on n'a pas eu l'aide de personne. C'est ça qui nous tracasse d'ailleurs. On a eu l'aide de personne. Donc cette aide-là, nous ne pouvons que l'adresser à Diomaye pour qu'il nous aide, qu'il vienne à notre secours pour que notre périmètre soit cultivé cet hiver-là. Sans quoi, par exemple, on risque d'avoir des problèmes énormes. Introduite dans la localité depuis 1982, les habitants de cette localité n'ont jamais raté un seul rendez-vous d'une campagne de culture irriguée. D'où cette hantise générale en ce moment à Dembankane. Pour aller en Europe, ils vont au fleuve, ils vont aller se noyer là-bas. Ça leur permettra de pouvoir travailler ici, tranquillement, gagner ce qu'ils doivent gagner, pour ne pas aller s'aventurer dans la mer. Bon, nous qui sommes en retraite, c'est pour les accompagner exactement, de façon à pouvoir les motiver pour qu'ils puissent avoir quelque chose, pouvoir voler de leurs propres ailes au lieu d'aller se tuer dans la mer. La situation dans la ville de Dembankani ne fait que rallonger la liste des localités qui vont rater la présente campagne agricole de l'hivernage. Cela au moment où le déficit pluviométrique commence à faire peur dans presque tous les 3 départements de la région. En prélude au grand Magal de Touba, le Daïra Hizbut Tarqiyyah, avec le soutien des écoles coraniques, organise une série de récitals de Coran. Plus de 3000 exemplaires du Saint-Coran seront distribués. Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké, porte-parole du Khalife général des Mourides, a profité de cette occasion pour clore définitivement les interrogations et les débats récents sur la possibilité d'ouvrir des écoles publiques françaises dans la cité de Cheikh Ahmadou Bamba, avec une fermeté catégorique qu'il a martelé qu'aucune école enseignant le français ne serait implantée dans la ville sainte de Touba. Lancement officiel de la campagne de dépistage régional sur la surdité, une initiative de la direction régionale de la santé et du centre hospitalier Amadou Tidiane Ba de Sédhiou. Plus de 300 enfants âgés de 6 à 14 ans seront dépistés dans les départements de Goudomp, de Bunkiling et de Sédhiou. Je vous propose d'écouter tout de suite le docteur Juni Ndiadi, chef du service ORL au centre hospitalier Amadou Tidiane Ba de Sédhiou. Il nous en dit plus au micro de Bakary Konté. La surdité est une pathologie et elle est très mal connue et c'est un handicap qui est invisible. Et donc à partir du moment où c'est invisible, les familles, les communautés, les encadreurs n'agissent pas très vite. Et pourtant c'est une course contre la montre. Si on agit vite, on récupère son audition. Et si on n'agit pas, la surdité s'installe, les causes de la surdité vont grandissantes et il n'y a plus de solution plus tard. Le bilan il est à la fois positif et un peu alarmant. Positif parce que nous avons la possibilité, la chance d'aller dans tous ces villages vers nos patients dépistés. C'est une chance et c'est positif. Et un peu alarmant parce qu'il y a effectivement des cas de surdité qui seraient restés chez eux et voilà, nous sommes contents d'avoir pu aller vers ces personnes. La surdité n'est pas une fatalité. La surdité, un enfant qui n'entend pas, ce n'est pas un enfant qui est attaqué par un génie quelconque. Il faut simplement l'amener vers les services adéquats, donc le service ORL. Ensuite, en dehors des parents, il y a les encadreurs et les enseignants pour les enfants qui sont à l'école. Et les enseignants doivent être attentifs et ils sont également un relais très important dans cette chaîne. Hors de chez nous, à l'occasion de la célébration de la 36e édition du Bamba Day à New York, Serigne Maman Mbacké a pu rencontrer les Sénégalais de la diaspora, décriant le comportement de certains de nos compatriotes au pays de l'oncle Sam. Il les a exhortés à respecter les lois et règlements du pays d'accueil. Toutefois, il salue l'organisation du Bamba Day. Le reportage est signé par Faragning. Le comportement de certains Sénégalais aux États-Unis est déplorable.
Sen digne Serigne Mamour Mbacké, à l'occasion de sa tournée américaine, il a constaté certaines dérives et appelle à plus de responsabilités pour une meilleure intégration. Nous voulons les aider, mais nous avons constaté et déploré chez certains Sénégalais qui ont initié des manifestations aux États-Unis. Et cela n'honore pas le Sénégal. Il faut se référer aux daïras sur place et aux maisons dédiées à l'islam comme Kër Serigne Touba. Ces maisons accueillent tous les immigrés, surtout les nouveaux venus. Dans un pays où les droits de l'homme sont respectés, de cet homme estime que les Sénégalais doivent aussi se conformer aux lois et règlements des États-Unis. Les Américains sont des humanistes d'ailleurs. J'ai axé mon discours sur ce sujet à la tribune des Nations Unies. Ils considèrent l'être humain. C'est tout simplement pour dire que les Sénégalais qui sont là-bas doivent se conformer aux lois et règlements du pays. Car ils représentent tout le Sénégal et certains comportements peuvent ternir l'image de notre pays. Le petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba a insisté sur l'éducation des enfants et l'attitude des femmes sénégalaises au pays de l'oncle Sam. C'est important de rencontrer les Sénégalais qui sont nés aux États-Unis pour voir est-ce qu'ils connaissent leur culture et leur religion. Mais surtout sensibiliser les femmes, car on dit souvent que les enfants et les femmes qui sont là-bas ont beaucoup de liberté. Il faut savoir que si tu es un croyant, tu n'es pas totalement libre. Il faut éviter d'être matérialiste. Certaines femmes ne respectent plus leur époux quand ils ont un peu d'argent et ce n'est pas normal. Une tournée effectuée à l'occasion de la 36e édition du Bamba Day, initiée par son père Serigne Murtada Mbacké. Après ce périple, il compte terminer sa tournée européenne au mois d'octobre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales et restez avec nous tout de suite. La deuxième partie de Soir d'Info, nous parlons justement de cette série de drames touchants des enfants et notamment des enfants de la rue, des talibés, avec notre invité du jour.